Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des notions de la classe de l'éco. Aujourd'hui, on va parler des droits des salariés. Les droits des salariés dépendent de plusieurs éléments importants. La loi, évidemment, avec le code du travail, mais aussi les accords de branche, les conventions collectives et le contrat de travail. Il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire une priorité sur les textes concernant les droits des salariés. Avant tout, il y a, comme on le disait, la loi. La loi, c'est la base de toutes les règles du travail. Elle fixe les droits et obligations minimales pour les travailleurs et employeurs. Par exemple, le Code du travail définit les règles sur le salaire minimum, les congés payés, la durée du travail, etc., etc. Ensuite, il y a l'accord de branche. Alors, une branche, c'est un ensemble d'entreprises qui exercent la même activité principale ou des activités similaires. Par exemple, la branche de la métallurgie regroupe toutes les entreprises qui travaillent dans la transformation des métaux, tandis que la branche du commerce regroupe les entreprises de vente au détail et en gros. Un accord de branche, c'est un accord collectif qui s'applique à toutes les entreprises et salariés d'une même branche d'activité, fixant des règles communes pour améliorer les conditions de travail et les relations professionnelles dans ce secteur. Ensuite, il y a les accords d'entreprise. Ils peuvent être prioritaires sur les accords de branche, sauf pour le salaire minimum et les classifications, où l'accord de branche reste prioritaire. Les accords d'entreprise, ce sont des accords qui s'appliquent uniquement sur l'entreprise et les salariés de celle-ci. Cette priorité est une loi votée en 2016 par la loi El Khomri qui a donné plus de flexibilité aux entreprises pour négocier des accords adaptés à leurs besoins. Arrivent par la suite les accords collectifs qui sont négociés au niveau sectoriel et s'appliquent à l'ensemble des entreprises et des salariés du secteur. Et enfin, le contrat de travail, qui doit respecter les dispositions de la loi, des accords de branche et des conventions collectives. Le contrat de travail peut prévoir des conditions spécifiques adaptées à l'employé tant qu'elles ne sont pas moins favorables que celles prévues par les autres niveaux de réglementation. Donc vous l'aurez compris, les accords d'entreprise sont désormais très importants pour les droits des salariés. Alors nous allons aborder plusieurs points dans cette vidéo. Nous allons d'abord parler du temps de travail. Le temps de travail est indiqué sur le contrat de travail. La durée légale du travail est de 35 heures par semaine pour un temps plein. Si on regarde le calendrier, on remarque bien que les semaines ne tombent pas exactement à la fin du mois. C'est pour cela que l'on a mensualisé le nombre d'heures par mois afin d'avoir un nombre d'heures travaillées identique sur chaque mois. Donc il se calcule ainsi, 35 heures que l'on multiplie par 52 semaines de l'année et qu'on divise par 12 mois, ce qui donne 151,67 heures mensuelles. Alors, je vois bien certains qui me diront, dans ce cas, si je travaille uniquement en février, je gagnerai plus d'argent. Ah oui, je vous connais assez bien. Mais en effet, le mois de février est le mois où il y a moins de jours dans l'année, donc forcément, vous serez gagnant. Mais ne travaillez qu'un mois pour gagner 10 heures de salaire, je ne suis pas certain que ce soit vraiment rentable. Il faut donc bien distinguer un temps plein, qui est de 35 heures à la semaine, d'un temps partiel. Le temps partiel est un contrat d'une durée inférieure à la durée légale ou conventionnelle. Par exemple, un contrat étudiant de 8 heures par semaine. Il est possible de faire des heures supplémentaires, c'est-à-dire des heures en plus de votre contrat de travail. Ces heures supplémentaires sont majorées, c'est-à-dire payées avec un pourcentage en plus de votre taux horaire. Pour un temps partiel, on va plutôt parler d'heures complémentaires. Ces heures sont aussi majorées. Par exemple, si vous travaillez à 40 heures semaine, vous aurez 5 heures qui seront payées avec un pourcentage en plus, 25%. Si le salarié dépasse les 43 heures, la majoration passe de 25 à 50%. Donc un salarié ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour, pas plus de 48 heures par semaine et pas plus de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines. Le Code du travail permet de protéger le salarié contre une intensité extrême de travail et donc de préserver la santé physique et mentale du salarié. Il faut savoir que certaines entreprises ont des activités saisonnières, par exemple les stations de ski. Dans ce cas, la durée du travail est annualisée. Il y aura donc des périodes où ils ne travailleront presque pas et d'autres périodes où l'activité sera très intensive. Cette répartition de durée de travail est possible grâce à des accords collectifs entre salariés et employeurs. Le temps de travail définit le nombre d'heures travaillées sur une période, mais ne définit pas les repos et les congés. C'est donc ce que nous allons aborder dans ce deuxième point. Légalement, les salariés ont droit à 24 heures consécutives de repos par semaine. Généralement, le jour de repos est le dimanche, mais ils doivent également avoir 11 heures de repos consécutives entre la fin d'une journée et le début d'une nouvelle. C'est-à-dire que si votre employeur vous demande de terminer à 22 heures pour un projet, techniquement, vous devez revenir le lendemain au plus tôt pour 9 heures. Généralement, les salariés ont 2 jours consécutifs de repos, soit le dimanche ou le samedi ou dimanche lundi.
Mais dans certains secteurs d'activité comme l'hôtellerie ou les commerces, des sites touristiques, il est possible de travailler le dimanche. Pendant l'année, il y a des jours fériés. Ces jours sont des moments de fête légales qui sont mentionnés dans le Code du travail. Donc il y a le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, le jeudi de l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre. Mis à part le 1er mai, les jours fériés peuvent être travaillés. Dans certains secteurs, comme le milieu hospitalier, il est impossible de ne pas travailler le 1er mai. Donc, dans ce cas, le salaire est doublé ce jour. Si un jour férié tombe un dimanche, ce n'est pas de bol. Parfois, certains accords permettent de rattraper ce jour férié sous forme de récupération. Mais ces privilèges sont difficilement négociés de nos jours. Chaque salarié a droit à des congés payés de 2,5 jours ouvrables, c'est-à-dire du lundi au samedi par mois. Un salarié qui travaille toute l'année a donc droit à 2,5 jours fois 12 mois, ce qui donne 30 jours ouvrables, soit 5 semaines par an. Un jour ouvrable désigne tous les jours de la semaine, à l'exception des jours de repos légaux, c'est-à-dire le dimanche principalement, et des jours fériés. Un jour ouvré désigne les jours effectivement travaillés dans une entreprise. En général, il y a 5 jours ouvrés par semaine, du lundi au vendredi. Mais cela peut varier selon les entreprises et les conventions collectives. Il faut savoir que c'est l'employeur qui organise le planning de la prise de congés payés pour les salariés. À ces jours de congé, il est possible d'ajouter des congés extraordinaires lors d'un événement important, comme par exemple un mariage ou un PAX. Là, 4 jours sont accordés. Un mariage d'un enfant, c'est 1 jour. La naissance ou l'adoption d'un enfant, c'est 3 jours. Le décès d'un proche, conjoint, partenaire de PAX, parent ou enfant, c'est 5 jours. Mais si c'est un frère ou une sœur, beau-père, belle-mère, cela tombe à 3 jours. Un déménagement, c'est 1 jour, souvent accordé par les conventions collectives. Et pour terminer, un enfant malade, c'est 3 jours par an ou 5 jours par an si l'enfant a moins d'1 an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge. Bien sûr, à cela peut s'ajouter des congés extraordinaires supplémentaires lors des accords d'entreprise. On peut aussi citer un jour de congé payé par an supplémentaire pour chaque tranche d'ancienneté dans l'entreprise. Par exemple, tous les 5 ans, un jour de congé supplémentaire. Alors, il est possible de demander un congé sans solde. Par exemple, si vous avez une envie soudaine de faire le tour du monde, vous pouvez demander un congé sans solde d'1 an. Vous serez donc libéré de votre travail pendant 1 an, mais vous ne serez pas payé. Bon courage pour le retour au travail après ce road trip d'1 an. Alors, justement, nous allons parler de salaire. Alors, le salaire de base est fixé par le contrat de travail. Ce salaire peut être augmenté par des primes, des heures supplémentaires, mais il peut être diminué si vous avez été absent ou en grève par exemple. La somme de tous ces éléments fixe le salaire brut. Le salaire brut sert de base de calcul aux cotisations sociales. Nous l'avons vu précédemment, les cotisations sociales servent à payer l'UNEDIC, le chômage et la sécurité sociale, avec toutes les branches de la Sécu. Une fois les cotisations sociales retirées, on arrive au salaire net, c'est-à-dire ce qui tombe dans votre poche. Alors tout dépend du statut et du secteur dans lequel vous travaillez. Disons qu'en moyenne, on retire 23% du salaire brut pour arriver au net. Mais aussi, à cela s'ajoute le prélèvement des impôts à la source. Il s'agit d'une estimation en fonction du salaire que vous touchez. Les impôts comparent le montant de l'impôt prélevé à la source avec le montant total de l'impôt dû. Et si le montant prélevé est inférieur au montant dû, le salarié devra payer la différence. Si le montant prélevé est supérieur au montant dû, le salarié recevra un remboursement. On appelle ça le crédit d'impôt. Les sommes et les retraits sont visibles sur un document qui récapitule votre salaire du mois. On appelle ça la fiche de paie. Pour prendre un exemple sur un salarié qui touche 2 000 € brut par mois, il touchera alors 1 540 € net avec une retenue supplémentaire des impôts qui pourrait être de 70 €. C'est un exemple parce que ça dépend de votre situation personnelle. Le salarié aura alors 1 470 € net après les prélèvements obligatoires. Nous n'avons pas parlé de la mutuelle d'entreprise, des tickets restaurants ou tout autre avantage négocié lors des accords d'entreprise. Il faut bien comprendre que les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les représentants des salariés. On distingue 2 fonctions au sein des représentants des salariés. Tout d'abord, il y a les délégués au CSE qui veut dire Comité social et économique. Les élus du CSE sont élus par l'ensemble des salariés de l'entreprise. Ils ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés. Ils défendent les droits des salariés, jouent un rôle crucial dans le rapport de force entre la direction et les salariés. Et il faut savoir qu'être élu du CSE est avant tout un rôle que l'on effectue par passion ou conviction. Car ce titre ne génère pas de revenus supplémentaires avec des potentiels inconvénients sur l'évolution de carrière.
Il faut aussi dire que ce statut offre la protection salariale, c'est-à-dire qu'un élu du CSE est un salarié protégé, donc techniquement on ne peut pas le licencier comme un salarié traditionnel. Dans les entreprises de moins 50 salariés, le CSE assure le contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Le CSE est consulté à titre informatif sur les grandes questions organisationnelles, sur la gestion et les stratégies de l'entreprise. Donc le CSE n'a pas de pouvoir de décision, mais peut influencer les directives et stratégies d'une entreprise par ses actions, comme les grèves par exemple. Les représentants syndicaux sont élus par les adhérents de l'organisme syndical ou les instances syndicales. Un salarié peut librement adhérer ou non à un syndicat. Il peut choisir un syndicat en fonction des revendications de celui-ci. Parmi les syndicats connus, nous avons la CGT, CFDT, CGC, CFTC, FO, etc. etc. D'après le site, l'Institut supérieur du travail, le pourcentage de salariés syndiqués en France chute depuis les années 1949, comme on peut le voir sur ce graphique. D'après le site des Échos, le pourcentage des syndiqués serait de 7,8% de syndiqués dans le privé et 18,4% de syndiqués dans le public en 2019. Cette chute importante depuis des décennies a un impact significatif sur les rapports de force entre les syndicats et les entreprises. Car en effet, au moins il y a de syndiqués, au moins il y a de pression sur les directions des entreprises à faire évoluer les conditions de travail ou les évolutions de salaire. Ils peuvent donc s'appuyer sur le minimum légal qui est la loi. Heureusement, ce n'est pas comme ça partout en France. Et la pandémie du Covid-19 a généré une envie des entreprises à être plus attractives grâce à la flexibilité du travail. Je vous mets les liens d'ailleurs des deux sites en description. J'espère que ce contenu a été clair. C'est un sujet qui est très vaste car la loi évolue à chaque instant, ainsi que les droits des salariés, et d'autant plus en ce moment avec tout ce qu'il se passe dans notre pays. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.